Bonjour, bienvenue. Laura Berlingot, vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous avez également participé à plusieurs podcasts dont Coucou le cul et Qui m'a filé la chlamydia. Vous publiez aujourd'hui Une sexualité à soi, votre premier essai, qui s'inscrit à la fois dans le sillage du mouvement MeToo de dénonciation des violences sexuelles et aussi dans la réappropriation du plaisir féminin amorcé depuis quelques années. Vous parlez dans le livre à la fois de virginité, de pénétration, de préliminaire et de tout un tas d'autres sujets, on va y venir. Mais d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter pourquoi avez-vous voulu devenir gynécologue ? Quand on me pose cette question, on a toujours tendance à refaire un peu l'histoire a posteriori, à imaginer que c'était pas du tout une vocation. Ni faire médecine, ni être gynécologue. Médecine, j'ai choisi ça un peu d'une manière. J'avais une vision de la médecine très romantique, on va dire. Je voyais déjà Dr Queen qui va sauver la veuve et l'orphelin dans la campagne, ou faire des missions humanitaires, des trucs comme ça. Donc j'ai choisi ça pour ça. Puis la gynécologie obstétrique, c'est venu vraiment de manière, c'était un choix rationnel en fait. Je trouvais que c'était une spécialité hyper complète, où on faisait de la médecine, de la chirurgie, de l'échographie. C'était pas du tout pour un engagement féministe. C'est venu plus tard en fait l'engagement, parce que du coup ça fait 10 ans que j'ai choisi cette spécialité, et au cours de ces 10 ans je suis moi-même, j'ai moi-même grandi, je suis une femme, j'ai évolué, je me suis mise en couple stable, hétérosexuel, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, et tout ça en fait, j'ai dû faire des choix de carrière, et en fait je me suis repris un peu mon genre dans la figure, on peut le dire comme ça, et je me suis rendu compte que, alors que j'avais l'impression jusqu'à présent que le genre n'était pas trop un problème dans ma vie, que j'étais vraiment une femme. Et du coup, je me suis aperçue que mes patientes étaient aussi réellement des femmes et qu'elles-mêmes étaient prises dans ce monde dans lequel existe le patriarcat. Et du coup, c'est là, en fait, vraiment, je pense qu'il y a 5 ans, il y a eu un tournant dans ma vie où à la fois, je suis devenue féministe. Le choix de la gynécologie obstétrique s'est avéré être particulièrement intéressant pour moi, du coup, dans cette optique-là. Et ces dernières années, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des violences obstétricales et gynécologiques, y compris les questions de grossophobie, de transphobie. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des soignants et des soignantes pour être safe ? Ouais. Alors moi, j'aime pas trop l'idée de donner des conseils. Enfin, je suis loin d'être un exemple. Je pense que vraiment, l'idée, en fait, ça serait plus de se dire, quand il y a eu la vague en 2014, de hashtag paye ton utérus sur Twitter, en 24 heures, je crois qu'il y a eu 7000 tweets, un truc comme ça, de témoignages de violences gynécologiques obstétricales. Et moi, à ce moment-là, ça a été vraiment une sorte de tsunami, quoi. Je me suis pris ça, je regardais ça sur mon écran et je me suis vraiment pris dans la figure en mode, mais en fait, maintenant c'est dit, il faut l'entendre. Et à cette époque, il y a eu beaucoup de réactions de type, c'est du gynéco-bashing, on fait du mieux qu'on peut. Bon, certes. Donc moi, le conseil que je donne, c'est pas du tout pour être parfait, mais c'est juste de dire, en fait, il y a ces gens, ces personnes, si elles ont quelque chose à dire, il faut les écouter. En fait, ça me paraît tellement basique en fait de dire ça, de dire il faut les écouter, il faut essayer de se former auprès d'elles. Et moi, je sais que, j'ai depuis que je me suis rendu compte un peu tout ça, j'ai fait moi-même des démarches de formation. Et notamment auprès des concernés, il y a plein d'associations qui font des formations sur la grossophobie, sur la santé des lesbiennes, sur des choses comme ça. Donc moi je dirais, être à l'écoute, ne pas le prendre pour soi, parce que les violences gynécologiques et obstétricales, c'est des violences qui font système, comme beaucoup de violences. Ne pas se sentir agressé et se former. Et continuer à se former parce qu'en fait, on est des êtres humains et j'aurai à nouveau des comportements qui seront vécus comme difficiles par des patientes ou des patients. Et voilà, mais il n'y a pas un jour où on devient parfait. Et particulièrement quand on parle de rapport humain, mais continuer à se former tout au long de sa carrière, quoi. Et justement, pour en venir au sujet du livre, vous l'écrivez, la sexualité est au cœur de rapports de domination. En quoi ce sujet-là est-il politique et pas futile, contrairement à ce qu'on pourrait croire ? Ouais, effectivement, on peut croire qu'il est futile, mais on peut aussi croire que la sexualité, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité individuelle. Et ça, c'est vraiment un truc... c'est pareil, je pense que il y a eu un basculement progressif de ma part où en fait je voyais donc moi je vois des personnes en consultation tous les jours, je fais aussi des séances d'éducation à la sexualité auprès des jeunes et
en fait, avec cette idée que les gens, ils nous racontent quelque chose qui relève de leur intimité, on peut appeler ça l'intimité, et si on leur répond et si nous-mêmes notre vision de la sexualité ne dépend que de ça, enfin d'un truc de responsabilité individuelle, comme on peut lire, enfin dans le sexe ça peut être d'aller chercher son plaisir, d'être actif, tout ça. En fait il y a un truc qui marche pas, et au fur et à mesure donc du coup je m'intéressais aux théories féministes et je me disais mais en fait la sexualité c'est pris dans notre société, ça va bien plus loin que le sexe déjà évidemment, mais voilà tout ce que ça implique, on vit en société, on vit et dans tous les domaines de la société, il y a des normes qui la traversent, il y a des rapports de domination, et du coup de décentrer un petit peu la vision qu'on peut avoir, mais de choses, que ce soit le sexe, la santé sexuelle, le couple, la parentalité, les violences, etc. Se dire au-delà du côté un peu individuel qu'on peut avoir quand on est médecin ou quand on s'intéresse pas particulièrement au sujet, en fait de le remettre un petit peu en contexte plus global, dans le contexte de la société, des rapports de domination, des normes, ça permet d'avoir une lecture il me semble plus fine et plus pertinente, et du coup c'est en ça je pense que dans le trajet des années 70 de l'intimé politique, je pense qu'on s'y retrouve bien, mais on n'y pense pas forcément, et c'est un peu aussi l'objectif de ce livre, de remettre ces sujets dans un contexte plus large. Et justement, vous parlez de savoir sexuel, de santé sexuelle, de la manière dont ils se transmettent bien ou mal. C'est quoi pour vous une éducation sexuelle positive, puisque vous en parlez dans le livre? Quand je parle d'éducation sexuelle positive dans le livre, c'est vraiment quand je m'adresse aux jeunes. J'aime pas le terme d'éducation pour les adultes. L'éducation sexuelle positive, en fait, c'est quelque chose qui est défini par l'OMS depuis 20 ans. Et c'est juste qu'en France, on a un petit peu de mal avec ça, avec les termes d'éducation sexuelle. Déjà, juste dire éducation sexuelle, c'est pas si simple. Le mettre à l'agenda politique, c'est pas si simple. Il a essayé d'être mis, ça a été une levée de bouclier de diverses personnes, dont l'extrême droite. En fait, l'éducation sexuelle positive, c'est tout simple. C'est dire, en fait, l'éducation sexuelle ne peut pas être centrée sur le risque, sur globalement sur les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH et les grossesses non désirées, y compris donc contraception et IVG. C'est important de parler de ça. Évidemment qu'il faut des savoirs autour de ça, mais il n'y a pas que ça dans la sexualité. Et notamment, l'éducation sexuelle positive, c'est pouvoir centrer aussi le savoir que l'on transmet sur le plaisir, le désir. Et en fait, le pendant de ça aussi, donc même si l'OMS appelle ça éducation sexuelle positive, mais le pendant de ça, c'est aussi pouvoir, et c'est la suite de la définition de la santé sexuelle. Donc la santé sexuelle, c'est défini comme un état de bien-être physique, psychique, émotionnel en lien avec la sexualité, qui permet d'avoir des rapports sexuels épanouis, etc., en dehors de toute discrimination, coercition ou violence. Et je pense que c'est très important de faire cette espèce de continuité dans la sexualité, dans la santé sexuelle, de dire en fait il y a le versant positif et il y a le versant négatif, mais le versant négatif aussi, attention, c'est pas que les IST et les grossesses, quoi. Il y a les violences sexuelles aussi. Ouais, les violences sexuelles et les violences de genre, sexistes et de genre en général, je pense. Et depuis le mouvement MeToo, on a beaucoup entendu dire, à tort, que le consentement, donc cette importation américaine, ce serait signer un papier. Vous parlez de consentement enthousiaste dans le livre. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous faire une démonstration? Une démonstration. Le consentement enthousiaste. Alors, avec le consentement, je suis quand même assez critique sur le terme de consentement, comme je le dis aussi à un moment dans le livre. Mais en tout cas, sur cette vision du consentement, effectivement, ce qui a été très décrié, ce qu'on entend encore aujourd'hui, c'est cette espèce de truc où il faudrait tout dire à l'avance, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça, et signer un papier en 3 exemplaires qu'on donnerait à toutes les parties. Alors, du coup, non, le consentement enthousiaste, c'est pas ça, c'est plus cette idée de dire, en fait, il y a des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord à l'avance, parce que parfois, il y a des choses qu'on veut pas du tout, et des choses qu'on veut absolument, donc très bien, on peut en parler à l'avance, mais aussi on peut être à l'écoute et dans la relation. Et en fait, le consentement enthousiaste, le pendant de ça aussi, c'est de dire, mais attention, le consentement, c'est pas que dire oui. Et c'est pas que dire non plus. Ça va bien au-delà. Et donc, pour des adultes qui sont déjà dans une relation à peu près égalitaire, déjà pour ces personnes-là, en fait, c'est vraiment ce truc d'être à l'écoute de tout le langage corporel, de tous les
les mots qui ne sont pas oui ou non, mais qui veulent dire la même chose. Les signaux faibles. Ouais, les signaux faibles, voilà, on peut appeler ça comme ça. En fait, c'est vraiment essayer d'apporter de la nuance à cette idée de consentement et de dire oui ou non. À la fin du chapitre sur le consentement, je remets ça, enfin, je suis aussi un peu critique là-dessus parce que il y a toujours cette idée du consentement, même quand on reste, enfin voilà, dans ce mot consentement, consentir à venir demander l'autorisation de faire quelque chose. J'aime bien l'idée plutôt, et donc voilà, c'est un des chapitres qui suit du désir en fait, et le consentement enthousiaste, ça tend plus à ça aussi, ce truc de dire mais en fait entre deux personnes il faut aussi avant tout qu'il y ait le désir d'être ensemble à faire cette action quelle qu'elle soit au même moment dans une dynamique en fait, puisqu'il y en ait un qui demande à faire ça à l'autre. Je trouve que dans le consentement, il y a toujours cette idée de déséquilibre, d'une espèce de personne qui serait un peu dominante et qui viendrait quérir le consentement pour faire quelque chose à la personne qui serait plus soumise. Donc c'est un truc qui me gêne assez. Donc avec le consentement enthousiaste, déjà, on est un peu plus dans un truc qui est plus équilibré. Et quand on commence à parler de désir, on est encore plus dans un truc équilibré. Et là, je précise que je parle de deux adultes qui peuvent parler de ça. Donc il peut y avoir des rapports de domination parce qu'ils existent tout le temps, mais où il n'y a pas un rapport de domination trop évident, on va dire, du type, juste du type de l'âge ou de la coercition, enfin vraiment de la violence, etc. Je parle de relations égalitaires. Et alors justement, pour enchaîner là-dessus, dans le cadre de ce qu'on appelle la culture du viol en société, comment vous définiriez le devoir conjugal et aussi le viol conjugal, qui sont des concepts qu'on n'a pas forcément l'habitude de manier dans l'intimité? Cette histoire du devoir conjugal et du viol conjugal, c'est la même chose, hein. Ça renvoie exactement la même action, qui est de dire que parce que, de naturaliser la sexualité, de dire que parce que les hommes auraient des besoins, et parce que on est lié, alors quand on dit conjugal, en plus ça va bien au-delà de la conjugalité au sens mariage, quoi, hein. C'est vraiment quand on est en couple hétérosexuel, quand on est deux personnes en couple hétérosexuel, c'est ça la culture de viol, hein. C'est l'homme qui, de naturaliser ça. L'homme il a des besoins, il a des pulsions, et c'est que la femme, du coup, en plus elle est en couple avec lui, et puis en plus souvent il gagne un petit peu plus que lui, et puis ça apporte une stabilité, et puis quand même il l'aime, hein. Il y a de l'amour aussi, hein. L'amour c'est aussi un moyen de tenir un peu les personnes et de dire tu n'en as pas vraiment envie, mais t'es là pour ça quelque part. Et voilà, la différence entre devoir conjugal et viol conjugal, pour moi et pour plein d'autres personnes, hein, il n'y en a pas. Il y a juste un changement de législation qui est arrivé il y a longtemps quand même, je crois que c'est 92 si je me trompe pas. Mais du coup, c'est important de dire que ça fait 30 ans en fait. Du coup, on est en 2021, ça fait bientôt 30 ans qu'on a changé de paradigme au niveau judiciaire et juridique, et que dans les mentalités, il y a toujours cette difficulté. Et moi, je vais juste raconter une petite anecdote, parce que, qui n'est pas anecdote, on dirait que c'est sympa, c'est pas sympa, qui est que je vois régulièrement des femmes victimes de violences en consultation, et que les femmes victimes de violences, maintenant, on en parle de plus en plus, il y a eu le Grenelle des violences conjugales, etc. Il y a de plus en plus cette attention, et les femmes, elles arrivent à dire quand elles sont dans des violences physiques, quand elles sont dans des violences verbales, ces choses dont on parle de plus en plus, de stratégie de l'agresseur, etc., elles le reconnaissent de plus en plus. Et c'est assez frappant, comme parfois, quand on pose la question, donc on fait un peu nos questions systématiques sur les violences, et donc les violences verbales, physiques, etc., auxquelles elles répondent. On arrive aux violences sexuelles, très souvent, pas toujours, mais très souvent la réponse est « Ah non, les violences sexuelles, non ». Donc très bien, on met ça de côté. Parce qu'on ne sait pas les caractériser. Voilà, et en fait, après, on en reparle, on revient là-dessus, on dit « Bon, on avance un peu, on parle d'autre chose, etc. » Et du coup, les rapports sexuels, il y a du désir, ça se passe bien, c'est comment ? Et là, régulièrement, c'est « Ah non, pas du tout. Hein. Non, le désir, non, ça fait bien longtemps. Comment vous voulez désirer une personne qui me tape comme ça, même quand, non, j'ai pas envie. Mais bon, je me force un peu parce que si je le fais pas, en fait, je risque d'être tapée plus fort parce que en fait, ça va être ma faute parce que je suis une pute à l'extérieur et j'allume tout le monde, mais à lui, je lui fais rien. En fait, c'est des choses qui reviennent vraiment. On se dit, mais en fait, on est dans le viol conjugal, et donc nous, c'est notre rôle aussi de leur dire. Mais je pense que c'est vraiment pas si... on a toujours l'impression d'être protégé de ça, et en fait, ça vient très très vite, ce glissement, parce qu'en plus, très souvent, dans ces relations, il y a de l'amour. Et donc, c'est compliqué. C'est pas si simple que ça. Et alors, dans le cadre où on ne parle pas de violence sexuelle ou de violence conjugale, comment peut-on repenser les scripts sexuels et nos pratiques
voilà, en dehors des autoroutes habituelles que sont les préliminaires, comme on les appelle, la pénétration, etc. Ouais, l'autoroute, la triade préliminaire, pénétration, éjaculation. C'est le terme de préliminaire, je pense, qui est aujourd'hui un petit peu dépassé. Enfin, voilà, je rappelle ce que ça veut dire préliminaire, c'est qui précède le fait principal. Donc pénétration, éjaculation, quand on voit ça, enfin vraiment, on est vraiment dans la norme de l'hétérosexualité reproductive. Enfin, c'est même plus que l'hétérosexualité seule. Ouais, voilà, c'est vraiment cette idée de. Donc voilà, il y a des choses pour préparer un peu le terrain. Après, il y a l'action principale, la pénétration, éjaculation. Et bon, voilà, merci, au revoir. Donc on sait que d'une part, c'est pas ça qui fait jouir les femmes. C'est des sujets dont on parle de plus en plus. Il y a aussi de nouvelles études qui montrent que les hommes sont aussi. Alors quand je dis femmes et hommes, alors là je parle toujours Enfin là, je parle plutôt de couples hétéros parce que c'est des schémas que l'on retrouve beaucoup dans les couples hétérosexuels. Et en fait, il y a eu un sondage IFOP qui disait que 50% des hommes pensent qu'il n'y a pas besoin d'une pénétration, qu'elle soit vaginale ou anale, pour que leur rapport soit. Oui, ça c'est du déclaratif. Bien sûr. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, c'est du déclaratif, mais n'empêche qu'il y a des choses qui bougent dans la société là-dessus et que voilà, c'est un peu. Enfin, faudrait vraiment arriver à en fait plus que changer les pratiques, je pense, parce que l'idée c'est pas de dire que les pratiques sont mauvaises, que la pénétration c'est mal, qu'il faut absolument sortir de la norme pour être heureux. Enfin ça serait renouveler les injonctions en fait, renouveler les normes, de passer de ce qu'on vient de dire, l'autoroute, la triade, à dire bah non il faut être centré que sur le clitoris, la stimulation prostatique chez les hommes et surtout pas de pénétration vaginale. Franchement je trouverais ça triste aussi. Enfin c'est vraiment de passer d'un truc à un autre et je trouve pas ça très intéressant. Pour moi l'ouverture des scripts sexuels, alors elle se fait dans les faits, mais peut-être surtout dans l'esprit, dans vraiment cette idée d'arriver à renverser un peu c'est les normes dans sa tête aussi et souvent enfin voilà, de ne pas considérer les préliminaires comme devant précéder quelque chose, de pouvoir en faire partie intégrante du rapport, de pouvoir se dire mais régulièrement, enfin se le dire et se le redire et entre partenaires, se dire bah voilà, on n'a pas forcément besoin d'une pénétration pour jouir quelle qu'elle soit, on peut le faire de manière différente et on peut surtout changer un peu nos représentations et tout ce truc aussi qui est lié à cette idée de la femme passive parce que pénétrée et donc plus faible. Et l'homme actif parce que pénétrant et donc puissant et fort. Je pense que c'est aussi des manières d'envisager les choses et donc des représentations à changer. Et alors pour les femmes et les personnes qui ont un vagin, vous parlez aussi de problèmes de santé sexuelle qu'on ne connaît pas forcément, donc la dyspareunie, le vaginisme, la vestibulite. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit pourquoi est-ce qu'on connaît aussi mal ces pathologies? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être à part consulter? Le problème c'est que ce genre de pathologie, que même quand on consulte, c'est souvent compliqué. Tout ce dont vous venez de parler là, c'est la grande famille des maladies ou des pathologies ou des choses qui peuvent faire mal au sexe des personnes qui ont alors une vulve, un vagin, un utérus et un clitoris globalement. Enfin, ça peut atteindre ces quatre parties-là de manière diverse, parce que l'endométriose, par exemple, il peut y avoir des choses qui sont profondes dans l'utérus, mais aussi des choses plus superficielles. Bon, bref. En tout cas, tout ça, c'est un ensemble de choses qui sont effectivement mal connues à la fois des personnes, mais aussi mal connues des médecins et mal connues de la recherche aussi. Enfin, je rappelle que l'endométriose, il faut environ 10 ans pour être entre 7 et 10 ans pour être diagnostiqué à partir du moment où on a des symptômes. Donc, c'est quand même assez représentatif du fait que les personnes ne consultent pas énormément pour ça parce que c'est peut-être encore associé à quelque chose où c'est encore une fois notre problème, un truc individuel, c'est moi qui arrive pas, etc. Alors que non, et moi le truc que j'ai à dire là-dedans, c'est que parfois, que ce soit les autres personnes autour ou les médecins, ont tendance à renvoyer à ce truc à dire mais c'est dans la tête. Et déjà, même si, et ça je trouve ça hyper dangereux de dire c'est dans la tête, parce que même si il y a des causes qui peuvent être psychologiques, notamment avec le vaginisme, effectivement on sait que les personnes qui ont subi des violences, notamment sexuelles, les personnes qui ont eu des traumatismes dans leur enfance,
il y a plus de douleur. Effectivement, c'est possible. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur physique. Voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment... Et en fait, de renvoyer aux personnes, non mais c'est bon, c'est dans la tête. Mais non, c'est pas dans la tête. Là, la douleur, elle n'est pas dans la tête, elle est dans le sexe, en fait. Et ça va en être insupportable. Il faut en parler, mais il faut arriver à être écouté. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire des leçons de morale. Mais parlez-en à votre médecin, parce que malheureusement, c'est ça aussi qui arrive. C'est que souvent, les médecins ont un peu tendance à renvoyer ça dans le champ du psychologique. Et c'est dommage. Je veux dire, c'est dangereux. Peut-être le terme est grand de dangereux, mais en tout cas, voilà, c'est dommage. Et du coup, il faut encore, je pense, en tant que femme ou de minorité sexuelle et de genre, se battre pour faire reconnaître le fait que sa santé sexuelle, elle a le droit d'exister et d'être prise en charge, d'être prise en soin. Et ça s'explique aussi, par la construction patriarcale de la gynécologie obstétrique, qui s'est construit comme ça ces dizaines et ces centaines de dernières années. Et voilà, donc il faut continuer à se battre. Mais... En attendant, on peut aussi consulter des listes de soignants et de soignantes safe qui sont disponibles sur Internet. Ouais. Voilà, je sais pas si on peut conseiller Julien. Oui, bien sûr, mais après, le truc, c'est que après il y a aussi... C'est pas une garantie, mais... Voilà, alors non seulement c'est pas une garantie, et puis malheureusement, je pense notamment à l'endométriose, en fait, s'il n'y a pas de recherche derrière, s'il n'y a pas aussi un truc un peu, de politique de santé publique qui prennent ça en charge, en fait, le soignant, il a beau être safe et à l'écoute et sympa et tout ce qu'on veut, s'il n'a pas de solution, il n'a pas de solution. Ouais. Du coup, c'est un problème qui est plus global et à laquelle, je n'ai pas de réponse, mais... Ok. On attend des solutions politiques. Du coup, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous.